qu'il faut pour faire une décision, c'est une catastrophe. Eh bien, on va aller jusqu'à la catastrophe. Si rien n'est fait, on va dans le mur. Cette année, pour moi, c'est la catharsis. La préservation de l'espèce se fera par une décision politique, mais ferme. Et vous leur demandez de vous sortir le nom d'un animal commun, ils en sont incapables. Eh bien, les hommes politiques, c'est pareil. On est là aussi pour montrer l'exemple. Parce que si nous on ne montre pas l'exemple, peut-être que derrière ça ne suivra pas. Donc plus il y a de personnes à montrer l'exemple, plus on a de chances de mettre quelque chose en place qui nous permettra de continuer à pêcher pendant quelques années. Deux choses qui sont importantes pour nous. Assurer d'abord la promotion de la pêche sportive en faisant voir tout ce que ça peut apporter, tout ce que ça véhicule, parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur une pêche nourricière, on est vraiment sur une activité de loisir où on s'amuse et c'est ce qu'on veut mettre en avant, que les gens comprennent qu'aujourd'hui la pêche c'est devenu un loisir. Et la deuxième chose, c'est en mobilisant les acteurs de la pêche de loisirs, que ce soit les professionnels qui nous ont suivis ou les pêcheurs qui sont venus là aujourd'hui, arriver à montrer que cette entité, la pêche de loisirs, a une volonté de protéger la ressource et protéger ce qui nous fournit la matière de notre loisir, c'est-à-dire le poisson. Je pense que ouais, ces gens sont particulièrement actifs aujourd'hui, surtout sur Internet et les réseaux sociaux. Et ce sont eux qui seront à même de relayer le discours en ayant un point de vue qui sera peut-être plus facilement partagé par le Quidam, parce qu'on ne pourra pas les accuser de vouloir véhiculer un quelconque message publicitaire. Tout le monde est inquiet quand même sur la ressource, et c'est un peu l'objet de ce rassemblement, quoi. Et comme disait Johan, si rien n'est fait, on va dans le mur. C'est déjà un peu le cas quand même. Les derniers rapports Ifremer montrent bien qu'en 10 ans, la ressource a chuté considérablement. Et puis c'est certainement pour beaucoup la responsabilité des pêcheurs professionnels qui pêchent sur les frayères en hiver. Mais aussi pour une part des plaisanciers qui remplissent les glacières. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait déjà des quotas d'imposer aux plaisanciers et ensuite une interdiction de la pêche sur les frayères pour que tout le monde puisse s'amuser autour de cette ressource et puis pour certains d'en vivre, comme les ligneurs. Donc en fait ça concerne tout le monde, les pros, les plaisanciers, les vendeurs de matériel de pêche. Voilà, et on est là pour ça, les guides de pêche, il y a toute une économie autour de cette pêche sportive. Il faut qu'on puisse partager la ressource intelligemment, quoi. Il faut qu'on continue à militer justement pour la ressource, parce que c'est quand même un poisson qui a aujourd'hui appris vraiment des coups au fur et à mesure des années par rapport à la pêche intensive, même aussi par rapport aux particuliers. Il faut que tout le monde se raisonne, et à partir du moment où tout le monde se raisonne, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Il faut vraiment en prendre conscience, parce que aujourd'hui, moi, j'étais pas pour mettre des limitations, mais au fur et à mesure des années, j'ai bien vu que ça devenait plus compliqué. Et aujourd'hui, je suis pour qu'il y ait une fermeture janvier, février, mars,
professionnels et particuliers. Et je suis pour qu'il y ait un quota entre 2 à 4 poissons à définir par jour et par pêcheur, à partir de 42 cm. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on arrivera d'ici 3 ans ou 4 ans, on devrait arriver à revenir à des nappes de poissons, notamment le bar, qui soient, je dirais, plus conséquentes que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que si on ne fait rien, effectivement, là, va y avoir quand même des problèmes. Cette fermeture de la pêche, autant on peut l'envisager pour le pêcheur de loisirs, mais pour les professionnels, c'est pas possible. Si, je pense que c'est possible. Après, il suffit de se mettre autour d'une table et de discuter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'ils continuent comme ça, ils vont dans le mur. Tout le monde va dans le mur. Donc, sincèrement, moi j'ai discuté avec des professionnels. Si je peux me permettre d'en parler, c'est que j'ai discuté avec des professionnels. Surtout avec des professionnels de pêche en petite côte, ce que j'appelle. Palangre, petit chalut, etc. Eux sont d'accord pour cette fermeture, parce qu'ils voient bien qu'il y a une déclinaison de la ressource. Et puis si c'est pour vendre du poisson au mois de janvier, février, mars, qui est impropre à la consommation de par son aspect, vu qu'il vient de se reproduire avec les œufs, la laitance, etc. Si c'est pour le vendre au prix de retrait à 4 €, ça sert à rien. Eux, ils veulent pas ça. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent vendre du poisson honorablement, dans de bonnes conditions, toute l'année, à 15 ou 30 € le bar de ligne. Il n'y a aucun souci et ils sont d'accord avec ça. Parce que j'ai bien discuté avec eux, que ce soit les pêcheurs professionnels, que ce soit de La Rochelle, que ce soit de l'île d'Oléron, de ma région où je suis, ils sont vraiment pour ce genre de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait de vouloir une fermeture, c'est pas pour sanctionner. Au contraire, c'est pour améliorer. À partir du moment où il y aura des quotas respectés pour tout le monde, et une fermeture, je pense que ça améliorera bien entendu cette pêche pour que ça soit professionnel ou particulier. Bravo, yes. Donc joli poisson. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui percer la vessie natatoire, vu qu'il y a quand même 16 mètres d'eau. On va percer la vessie natatoire pour pouvoir le garder, pour pouvoir le faire des photos et après le relâcher. 54,5. Donc on va percer le poisson. On dit la 4e, moi je prends la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. On est juste en dessous ici, là, on descend. Et là, on va compter la 5e écaille en dessous de la ligne latérale. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va soulever ici l'écaille. Voilà, comme ça. Et là, on va les percer tout doucement. On va le mettre dans l'eau. Les bulles d'air vont sortir. Tout simplement, on va voir les bulles d'air. Et regardez, les bulles d'air, elles sortent. Donc là, j'ai percé la vessie natatoire, qui va permettre au poisson de bien se rééquilibrer. Et je vais pouvoir le relâcher dans de bonnes conditions. Parce que ça, c'est un joli poisson, c'est un poisson d'une 50aine de centimètres. Mais il va repartir à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour la ressource. Donc comment, je dirais, sortir des poissons dans des grandes profondeurs en les perçant, pouvoir les garder vivants. Voilà, simplement. Voilà, il va être en pleine forme. Donc une fois que l'air est sorti, je retire tout simplement l'aiguille. Voilà, il va se remettre droit et on va le garder. On va bien le garder vivant, on va le garder pour la photo, puis on va le remettre à l'eau. Voilà. Il va se remettre droit dès qu'il va y avoir un peu plus d'eau. On va le regarder tout à l'heure. Voilà. Bien les. Voilà, regarde, il va repartir. Regarde. Là, c'est pas beau. Ça, c'est sympa. Ça, c'est une belle image, c'est sympa. Allez, on y retourne. Merci d'être venu. Donc nous allons débuter ce débat conférence. Je vais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc aujourd'hui, cette rencontre, c'est le Lure Angler Challenge. Nous avons organisé pour plusieurs buts, dont le but principal était la préservation de la ressource. Donc je vous remercie tous de vous être mobilisés. On a fait une journée basée sur l'échange. Je pense que l'échange d'idées sera bienvenu. En ce qui me concerne, je pêche de façon professionnelle en tant que guide de pêche depuis 8 ans.
Et bien d'année en année, je constate qu'effectivement, le poisson diminue. J'aurai l'occasion de vous expliquer les différentes raisons à mes yeux et de vous faire partager aussi la répartition des efforts de pêche sur ce poisson par les différents acteurs. Je me présente, je suis chercheur évolutionniste. J'ai travaillé notamment au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et à l'American Museum de New York. Et les pêcheurs me connaissent peut-être mieux sous ma deuxième activité, qui est auteur halieutique, puisque j'écris pour Pêche en mer et pour Partir pêcher. Juste un petit mot pour un peu annoncer la couleur. Effectivement, voilà, ça fait 15 ans que je voyage à l'étranger. Je suis revenu à Saint-Malo cette année seulement. Et donc j'ai eu cette coupure qui permet de voir exactement comment était la pêche voici 15 ans et comment est la pêche maintenant. Et franchement, c'est pas très reluisant, donc on essaiera d'expliquer pourquoi et si on peut entrevoir des solutions. Voilà. Je m'appelle Jean-François Arbonage, je suis malouin. Et mon domaine d'activité n'est pas la pêche, mais on est quand même pas loin. Le domaine professionnel dans lequel j'évolue, c'est celui des Alpes. Loïc Escoffier, patron pêcheur depuis 12 ans maintenant, au Bulot et à l'Araignée. Moi j'ai même commencé sur les 90 mètres à planche pélagique en Nord-Écosse, à l'âge de 15 ans. Ensuite j'ai fait un petit peu matelot à l'Araignée, au Marais, au Tourteau, sur le plateau des Maquiers pendant 1 an et demi. Et après j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont aidé en fait à acheter un premier bateau et puis à en construire un deuxième. Et puis là on en a 2 maintenant, de 12 mètres, avec un projet d'un troisième un petit peu plus gros pour faire autre chose. Voilà. Au niveau de la ressource de Bulot, ce qui est flagrant, c'est que ça diminue d'année en année. Moi, je le vois bien, j'ai commencé avec un bateau de 8 mètres, donc on était à travailler vraiment dans les 8-9 000 en partant de la côte. Donc, je voyais les stocks diminuer d'année en année assez rapidement. Donc, on a fait construire des bateaux de 12 mètres pour aller vraiment beaucoup plus loin. Et à l'heure actuelle, je suis rendu à aller pêcher le Bulot à la Corbière, ouest Jersey, voire même aller chercher l'est du plateau de Barnwick et les Roches d'Ouvre. Pour moi, il y a une très très forte pression pour l'ensemble de vous. Ici, il y a beaucoup parmi vous de pêcheurs et de pêcheurs confirmés qui sont sur la mer presque autant que nous. Et moi, ma constatation, c'est qu'on va vraiment dans le mur et si on n'y est pas. D'année en année, le poisson diminue. Et vous vous rendez bien compte que sur un stock qui diminue avec un effort constant ou qui s'accroît, eh bien la diminution va être exponentielle. C'est-à-dire que plus le poisson diminue, plus la pression qui s'exerce sur celui-ci est très importante. Et donc, c'est source d'inquiétude. Je vais donc vous parler de la pêche pélagique, en tout cas moi de ce que je constate. Ce sont donc des poissons, des pêches qui s'adressent sur des poissons qui sont en train de se reproduire l'hiver. On parle de ce poisson qui se reproduit l'hiver et on parle de cette pêche pélagique. Je veux dire, si ces poissons étaient pris à une autre saison que l'hiver, ce sont des poissons qui ne se reproduiraient pas pour autant. Simplement, au cours de l'hiver et de la fraie, le poisson est rassemblé en énormes bancs, soit devant l'estuaire de la Gironde, soit en Manche, et fait l'objet de pêches très importantes. Ce poisson qui est pêché n'a pas de marché en face de lui. À une époque, il y avait du poisson en abondance et il ne trouvait même pas de vente. Maintenant, la majorité du poisson est absorbée et une grosse partie part aussi à l'étranger, par exemple en Italie, directement. Simplement, ce que je souhaiterais, comme certainement beaucoup d'entre vous, c'est qu'il y ait une répartition des efforts au mieux pour que tout le monde y trouve son compte. Quand vous donnez ce stock X à pêcher à la pêche pélagique, eh bien ce poisson va être vendu par la pêche pélagique entre 3,40 €, complété par et porté jusqu'au prix de retrait à 4,90 €, va éventuellement monter jusqu'à 6 €. Le poisson pêché par la pêche artisanale, ce qui d'abord sera de meilleure qualité parce qu'il est pêché à l'hameçon, donc il a une meilleure présentation, sera vendu entre 15 et 25 €. Vous vous rendez bien compte que mathématiquement, si on confie ce stock à la pêche artisanale, eh bien, mathématiquement, le fait de le vendre entre 15 et 25 € va faire vivre 4 ou 5 fois plus de pêcheurs professionnels. Donc, non seulement c'est une aberration écologique, et je pense que ça représente également une aberration économique. Oui, par rapport à quelque chose qui diminue, c'est un peu dommage le sacrifice du poisson.
qui n'est pas vendu à son prix et qui surtout prive de travail un certain nombre de personnes, sans parler de la pêche récréative. Mais, je veux dire, cette pêche professionnelle, elle est là, il y a une antériorité et elle doit d'être respectée. Simplement, il faut organiser ce partage de la ressource. D'abord, on va parler un petit peu de la taille du bar, parce que ces 36 cm qui font hurler tout le monde, et en particulier les pêcheurs sportifs depuis très longtemps. 36 cm, c'est exactement la taille qui fait qu'on pêche le bar juste quelques mois avant qu'il se reproduise. On dirait que c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'un bar de 36 cm qu'on va capturer en ce moment, l'été ou en fin de saison comme maintenant, dans 3 mois, il va commencer sa migration de reproduction, mais on ne va pas le laisser faire parce que juste à ce moment-là, on va le prendre, évidemment. Donc, c'est curieux quand même que des choses aussi simples, ça ne passe pas, ou que ça mette des dizaines d'années à passer. On en parle depuis combien de temps, cette histoire de taille a augmenté? Enfin, c'est ridicule, quoi. À un moment, ça devient ridicule. Bon, au niveau des 8 ans, oui, 8 ans facilement, 8 ans facilement. Au niveau des stocks, bon, je n'étais pas chercheur à l'IFROMER, mais sauf que j'ai discuté avec pas mal de chercheurs à l'époque, j'étais chercheur moi-même. Il faut comprendre que les stocks, c'est quelque chose de difficile à évaluer. Donc, en gros, quand vous avez un chercheur qui vous dit bah, le stock est dans tel état, il est dans tel état jusqu'à ce qu'on vous prouve qu'il n'est pas dans cet état-là. Ce sont des choses qui sont... c'est pas une science exacte, c'est difficile à estimer un stock. On n'a pas de bonne méthode de prélèvement, et les prévisions sont basées sur des modèles, ces modèles sont imparfaits. Un modèle, ça reste un modèle. Ce que je voudrais rajouter, c'est que la nature, ça marche tout seul. Et il n'y a pas besoin de mesures de protection. Ce dont on a besoin, c'est de ne rien faire. Sur du bar qui grossit finalement assez vite, il suffit de laisser faire la nature quelques années, et voilà, tout est revenu comme avant. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend que la France ait une culture différente, tout simplement, et on attend que plusieurs autres pays, comme l'Espagne, aient une culture différente. Ça, c'est une culture naturaliste qu'on n'a pas, et qu'on n'a pas dans plusieurs domaines. Par exemple, si vous regardez les intellectuels français, ils s'y connaissent très bien en littérature et en philosophie idéaliste allemande, mais vous leur demandez de vous sortir le nom d'un animal commun, ils en sont incapables. Eh bien, les hommes politiques, c'est pareil. Certainement qu'ils ont une très bonne formation littéraire, philosophique, etc., politique. Vous leur demandez le moindre renseignement de base qu'un élève de 6e connaît sur la biologie, ils sont bien incapables de vous le donner. Dans notre culture politique, qui est basée sur l'idéologie, l'analyse ne suffit pas à faire une discussion, à faire une décision. Ce qu'il faut pour faire une décision, c'est une catastrophe. C'est vrai dans la vie de société en général, c'est vrai dans la gestion de la ressource. Eh bien, on va aller jusqu'à la catastrophe. La moitié des pêcheurs professionnels, des guides de pêche, des magasins de pêche vont se casser la figure. Et soudain, une prise de conscience terrible va avoir lieu. Et les survivants eh bien, seront mieux lotis que ceux qui sont morts. Finalement, qui va en pâtir? Ce ne sont pas les poissons eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, la nature va gagner au bout du compte. C'est une génération de pêcheurs. C'est un peu triste, mais on en arrive là. Je pense que la prise de conscience est nécessaire. Jean-François va pouvoir nous apporter ses lumières, au vu de l'actualité récente également, où on voit que la pression de pêche a d'autant plus d'importance qu'aujourd'hui, on a quand même des évolutions climatiques, des évolutions biologiques très importantes, qui viennent en plus impacter sur l'état général de la ressource. On sent, on voit bien. Alors bon, il y a toute cette histoire de réchauffement climatique. Bon, on ne va pas dire que ça soit perceptible sur 2-3 ans. Et pourtant, on s'aperçoit quand même qu'il y a un tas de phénomènes très nets. Au niveau des récoltants d'algues sauvages, certaines espèces tendent à disparaître de la Bretagne sud, puis régressent. Je pense à une algue brune qu'on appelle l'alaria, qui est dans la distribution est vraiment très très liée à la température. À 1,5 degré près, on ne la trouve plus. Et cette algue-là, on la trouvait jusqu'en Bretagne Sud. Maintenant, on la cherche. Enfin, on sent bien que c'est très sensible. Et évidemment, on ne va pas dramatiser, mais à supposer que les champs d'algues disparaissent, non pas à cause d'une surexploitation, ce serait plus possible. C'est vraiment trop encadré. Mais par un phénomène climatique, il y a des conséquences aval terribles, puisque c'est un habitat énorme. Beaucoup d'animaux marins viennent frayer, se reproduire, se cacher, se nourrir. Donc toute la chaîne, après les algues, serait pratiquement arrêtée. Ouais, ça peut paraître étrange, mais ouais, c'est vrai que le bulot, il n'y a pas si longtemps que ça, tout le monde en entendait parler, il y en avait partout, il y en avait vraiment partout. Et là, en 6 ans, 6-7 ans, il y a eu énormément de licences de distribuer.
Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de poissons sur les côtes. Donc, pour nourrir l'équipage et faire tourner les bateaux, en fait, il a fallu trouver un métier, une pêche de substitution. Donc, ils se sont mis à faire le bulot. Donc, automatiquement, il y a eu beaucoup de bulots arrivés sur le marché. Et là, ces derniers temps, moi, je vois bien, quand je reviens à terre, même dans le nord du Cap-Fréhel, à une période où normalement il y en a, on en fait 3 à 4 fois moins qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc voilà, les mesures ont été faites dernièrement, nos grilles ont été élargies, mais pour moi, c'est ce que je dis, c'est un petit peu trop tard. Même si, depuis que c'est élargi et qu'il y a des dates de fermeture sur certaines zones, on se rend compte, comme le disait tout à l'heure le collègue, on se rend compte que la nature reprend ses voies. Moi, je vois qu'à Jersey, quand j'arrête de pêcher parce que ça diminue trop, je vais dans une autre zone, je vais un petit peu plus loin, je reviens 5 ou 6 mois après, je repêche comme quand j'ai découvert cette zone-là. Nous-mêmes, guides de pêche, on a une très grosse responsabilité, je ne m'en exempte pas, hein, parce qu'on forme de nouveaux pêcheurs et donc on accroît la pression. C'est devant cette responsabilité, justement, que je me sens le devoir d'intervenir et de prévenir sur ce qui se passe. À la volée, si quelqu'un a une question. Donc tu parlais tout à l'heure, Arnaud, des 36 cm qui seraient en fait juste avant la première fraie. Oui, à peu près. Mais cette limite, c'est ce qui correspond aux barres portions pour les restaurateurs. C'est ça, oui. Est-ce que tant que la restauration demandera du bar portion, on ne va pas se retrouver dans une situation où ça ne changera jamais en fait? Si ça arrive un jour qu'on ne trouve plus et chez les poissonniers et dans les restaurants des bars de cette taille-là, ça veut dire que ça aura été imposé par la loi, et comme de toute façon on sait très bien que ça ne viendra jamais de la loi française, c'est-à-dire que ça viendra peut-être de l'Europe. Et là c'est une chance pour les hommes politiques français qui vont pouvoir dire c'est pas nous, c'est l'Europe qui nous impose de faire ça. Il y a peut-être cet espoir finalement que l'Europe, que tout le monde accuse, finalement soit si dure avec les pêcheurs, et pas seulement les professionnels d'ailleurs, parce que je peux vous dire que il y a beaucoup de pays européens qui ont une mentalité assez particulière par rapport aux pêcheurs comme nous, hein, plaisanciers et tout ça. Donc je pense que s'il y a une vraie limitation qui se fait un jour, ça viendra des lois européennes. Je sais que, à mon avis, la préservation de l'espèce se fera par une décision politique, mais ferme, comme ils ont fait en Irlande, c'est-à-dire l'interdiction de la pêche pour tous, pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'espèce se renouvelle, et ensuite instaurer tout de suite une taille, 42, et un quota de bars par jour et par personne, et basta. Mais on sait que l'Irlande, quand elle prend des décisions, c'est relativement rapide et ferme, hein, puisque c'est un pays qui a été assez strict. Mais la France ne pourra, à mon avis, préserver le bar qu'en passant par ça. Et non pas en attendant une législation européenne qui ne viendra de toute façon jamais, et puis d'éventuelles bagarres entre les professionnels et les plaisanciers. Là, pour moi, cette année, pour moi, c'est la catharsis. Je veux dire, j'ai vu le poisson diminuer, mais là, je vois vraiment une accélération cette année, si tu veux. Et ce que j'expliquais, pression constante ou pression qui augmente sur un stock qui diminue, c'est exponentiel. Donc si on n'intervient pas, c'est fini. Je veux aussi, on donne une image des pêcheurs professionnels comme des dévastateurs des mers. Moi, je connais des ligneurs, je connais des fileyeurs responsables qui ne vont pas poser 40 km de filet, mais qui vont en poser 8 à bon escient, par petites portions. Je connais un ligneur qui pêche. C'est un type qui fait évoluer sa pêche en permanence, hein, parce qu'évidemment, il faut faire face à l'évolution. C'est quelqu'un qui pêche très très bien. Cette année, par exemple, il a fait des coups de 300 kg, alors que chez moi, les gars étaient à 15-30 kg. Et le lendemain, je le rappelle, je lui dis, mais t'es pas à la pêche? Il me dit, ben non. Moi, j'ai fait le tonnage que je fais chaque mois, je m'arrête et je rentre, et puis ça me suffit pour gagner ma vie. Donc, des pêcheurs responsables, je pense que tu en fais partie, ça existe, et donc il y a vraiment des pêcheurs professionnels que l'on peut respecter parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont dans le mur et qu'eux aussi essaient de faire évoluer les choses pour être responsables. Un passage de plus à la télévision, n'importe quel média qui permet d'aller au-delà du monde des pêcheurs, c'est ça qui compte. Parce que finalement, parler entre nous, ça ne change rien. Donc de toute façon, voilà, ça c'est bien déjà, rien que ça.
fishermen tumbling on the seas. Ça, c'est un joli poissonnet de la baie des Chipapois, de la Rance. De la Rance. I was the brakeman on a hurtling fever train.